On a 45 minutes à peu près pour faire une petite présentation et puis on fera des questions-réponses après. Donc on va faire une brève intro sur ASI, qui nous sommes. Après, Florian nous fera un retour sur Office 365 et ce que c'est effectivement les différentes briques, une première introduction au sujet. Après, on fera un zoom et c'était l'objet de ce séminaire sur l'intelligence collective et un zoom particulier sur la différence entre la productivité individuelle que vous pouvez attendre de ces outils-là et l'intelligence collective qui est aussi quelque chose qu'on va essayer de rechercher au travers de l'offre. Dans la phase 4, on vous présentera des retours d'expérience, de déclinaison de ce qu'on aura pu vous dire dans les chapitres précédents autour de différents retours d'expérience, d'exemples qu'on a pu mettre en place pour vous illustrer aussi ce qu'on souhaite vous dire. Et puis on finira sur quelques conseils pour mettre en place ce type de projet. Alors sur ASI. ASI, on est aujourd'hui un peu plus de 350 collaborateurs sur une dizaine de sites en France. On travaille sur plusieurs sujets, je vais vous le préciser après, mais la phrase que vous voyez en bas, on a à la fois une approche conseil, une approche de digital, de marketing digital, et puis on vient du milieu de la technologie, de l'informatique. Donc sur ces collaborateurs-là et ce qu'on essaie de développer au sein d'ASI, traduit ici par notre conviction, notre ambition, c'est que le capital humain au sein de vos organisations est le moteur un peu de la performance et une clé de succès. Donc on va essayer de développer ce que vous connaissez tous, la notion d'expérience client, mais nous on renforce aussi le côté expérience collaborateur avec une conviction, c'est que c'est important de développer l'expérience collaborateur parce que c'est elle qui va permettre aussi d'améliorer l'expérience client. Donc le sujet dont on va parler, l'intelligence collective, rentre complètement dans cette brique de développer l'expérience collaborateur. Pour vous illustrer un peu sur cette slide-là nos offres, on travaille sur ces deux domaines, expérience client, expérience collaborateur, en faisant les ponts entre les deux. L'expérience collaborateur, c'est à la fois aider nos clients à digitaliser un certain nombre de processus métiers qu'ils peuvent avoir au sein de l'entreprise. C'est analyser les données qui existent au sein de l'entreprise, donc la business intelligence, pour prendre les bonnes actions, prendre les bonnes décisions. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, et je vous ferai un zoom particulier là-dessus tout à l'heure. La mise en relation des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et du côté client, on a le même type d'approche, c'est comment on va réussir à développer les services qu'on va apporter à vos clients par des applications mobiles, web, etc. Développer aussi et valoriser les données qui sont liées à vos clients, mieux les connaître et mieux exploiter ces données-là pour en dégager de la valeur business pour vous. Et puis, de la même façon que l'intelligence collective au sein de l'entreprise, engager des mécanismes de relation avec vos clients. Donc c'est toute la relation client de la connaissance de ceci à l'engagement de relations sur différentes plateformes pour créer ce fameux engagement client. Ça, c'est le périmètre sur lequel on travaille chez IC, avec une approche qui est aussi dans l'ADN d'IC, c'est de gérer l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire, notre approche conseil nous permet de travailler très tôt en amont sur les enjeux du digital au sens large pour votre entreprise, les opportunités technologiques que ça va pouvoir apporter, la détection de la valeur et des usages qui vont apporter la valeur dans votre contexte, jusqu'à la réalisation après de projets sur ces différentes briques que je vous ai expliquées, des notions d'architecture. Alors Florian parlera un peu de l'approche un peu cloud à travers la notion d'Office 365, mais aussi plus largement. La réalisation de projets, alors c'est ce qu'on appelle, et le logo, vous voyez la FAB, c'est la partie réalisation qui est nos centres de services chez on réalise des projets sur différentes technologies. Et puis, au-delà du conseil qu'on peut en avoir en amont pour cadrer et de la réalisation, on a le domaine de la conduite du changement qui nous permet de s'assurer que les mécanismes de communication, de formation, d'accompagnement et de pilotage de ce changement sont bien opérationnels. Juste pour finir sur ça et de compléter, avec un aspect différenciant effectivement dans les projets de réalisation, c'est l'intégration d'un studio de web design et de gestion du changement qui est complètement intégré au sein d'ASI, et avec lequel on travaille sur tout ce qui est expérience utilisateur, expérience client et design, notamment autour des mises en œuvre sur du SharePoint Online par exemple.
Alors au niveau de nos références, je ne vais pas forcément zoomer là-dessus, mais globalement on travaille pour tout type de clients, hein, de la PME au grand groupe, partout en France, secteur privé et secteur public. On verra tout à l'heure, on zoomera sur quelques-unes dans la partie sur les usages. Sur la partie globale Office 365. D'abord, les promesses d'Office 365 en créant une expérience plus riche et transparente. Donc on parlait justement de cette expérience, effectivement riche en termes d'outils. On va voir qu'aujourd'hui Office 365 c'est un écosystème complet qui offre plusieurs applications. Et au niveau de la transparence, avec une transparence au niveau des clients, des accès aux données et de ce qui est fait des données de chaque entreprise. Donc la collaboration à 360 degrés au sein d'Office 365. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, le Office 365 offre une suite globale qui couvre l'ensemble des briques aujourd'hui collaboratives. Alors avec des briques traditionnelles, j'ai envie de dire, telles que sont l'email, mais aussi des analyses métiers avec des outils tels que Power BI, de la création de contenu et de la collaboration, la partie des conférences web comme on le fait aujourd'hui, donc du Skype et la partie messagerie instantanée. Également la diffusion de réunions de grande ampleur avec la capacité de diffuser via Skype des réunions à travers la Terre. La sécurité est un axe clé. Aujourd'hui, on va avoir du machine learning qui vont permettre de pouvoir définir les éléments et les contraintes vis-à-vis de la connexion. Par exemple, on va pouvoir définir que tel utilisateur, si jamais c'est un Français et qu'il ne se connecte que de Paris, bloquer sa connexion la première fois s'il essaye de se connecter depuis Papette, puisqu'on considère que c'est un comportement anormal. Donc c'est tout ça qui vont contribuer à la fois à l'usage et aussi à la partie de la sécurité. Et puis enfin l'axe mobile, aujourd'hui qui est un axe prédominant dans la priorisation de la stratégie des DSI aujourd'hui. Toutes les applications, on s'attend à ce qu'elles soient mobiles, et donc Office 365 se doit aussi d'être mobile, et on verra que tous ces outils-là sont proposés en mobilité, avec une forte ouverture qui se fait chez Microsoft depuis quelque temps. Auparavant, si on n'avait pas Microsoft du sol au plafond, c'était compliqué à utiliser. Désormais, on a vu un grand virage, une grande ouverture avec la disposition des applications sur toutes les plateformes. Il faut savoir que Office 365, c'est aujourd'hui une plateforme qui a déjà 5 ans et qui est avec une stratégie de Microsoft qui est de plus en plus orientée sur le cloud. Donc on voit qu'il y a toutes les briques un peu qui existent, donc la partie un peu Exchange, courrier, calendrier, contact et tâches, la partie Office Web App avec les applications disponibles dans le web, la partie plus collaborative avec SharePoint, OneDrive, Yammer, et puis vidéo qui a fait son apparition en tant que YouTube d'entreprise. Et puis aujourd'hui, des applications full cloud qui sortent, qui sont basées notamment sur des outils tels que l'Office Graph en termes d'intelligence artificielle, et les Office Group qui vont offrir justement une grande transversalité dans les usages collaboratifs. Et puis on voit aujourd'hui encore des nouveaux outils qui sont actuellement en prévisualisation. Si vous êtes client Office 365, vous les avez peut-être déjà entrevus, tels que Power Apps, Flow ou encore Stream. Comment s'illustre effectivement cette stratégie? Il y a autour de SharePoint et des Office Group. Donc effectivement, la collaboration était très orientée autour de SharePoint jusqu'à peu. Et SharePoint ne va pas arrêter d'exister, mais aujourd'hui il est présenté en offre packagée et permet aujourd'hui, au travers des Office Group, d'avoir une expérience collaborative complète en mettant en relation l'ensemble des briques de la solution. Courrier, planeur, gestion de tâches, communication instantanée et même maintenant Yammer. Donc voilà un peu pour un tour d'horizon de la solution. J'ai maintenant laissé la parole à Nicolas sur la partie productivité individuelle et intelligence collective. Donc l'idée de ce chapitre, hein, c'est de vous faire une partie peut-être un peu plus théorique, mais pour d'expliquer aussi ce qu'est l'intelligence collective, pour
pour qu'on parte avec aussi une définition et qu'on comprenne la différence, c'est pour ça qu'on a mis ce titre-là, entre la productivité individuelle qui est directement apportée par les différentes briques qu'a pu expliquer Florian, et puis ce qu'on va essayer de développer en plus, c'est comment donner du sens à ces briques-là dans le cadre de l'organisation et développer une intelligence collective de tous les acteurs de l'organisation. Alors pour donner une définition, plutôt que de vous faire une belle phrase compliquée, j'aime bien cet exemple-là, hein, c'est ce qui s'appelle l'algorithme de colonie des fourmis. C'est le parcours qu'ont des fourmis entre leur nid et de la nourriture. On se rend compte que quand on observe une colonie de fourmis, au bout d'un certain temps, elles sont toutes alignées vers le chemin le plus court, ce que vous voyez à droite de l'écran. Ça se passe par une communication qu'elles ont entre elles, en l'occurrence par des phéromones. Et le schéma est que une fourmi individuelle, ce que vous voyez à gauche, ne va pas forcément prendre le chemin le plus court. Elle va expérimenter un certain nombre de chemins. Sauf qu'au bout d'un moment, les fourmis qui passent par le chemin le plus court reviennent plus vite et repartent aussi plus vite. Et les phéromones qu'elles laissent sur le chemin sont une petite communication qui s'efface au bout d'un certain temps, mais c'est trace un chemin. Naturellement, quand je repasse plus vite sur le chemin parce que je reviens, ce chemin est un peu éclairé de manière un peu plus forte et oriente les autres vers le chemin le plus court. Donc, ce qu'on voit, c'est que naturellement, au bout d'un certain temps, les fourmis vont s'aligner sans pouvoir communiquer directement comme pourraient le faire des humains. Mais voilà, ça c'est intéressant. C'est ce qu'on pourrait dire d'intelligence collective, c'est comment je vais réussir à obtenir des résultats que je ne peux pas obtenir par une somme d'individualité. Et donc, communiquer entre nous, avoir des mécanismes pour se synchroniser, pour s'aligner, c'est ce qu'on va essayer de développer. C'est qu'on va essayer de faire plus, un peu ce qu'on pourrait appeler la synergie, hein, le 1 plus 1 égale 3. Voilà, on va essayer de faire plus que simplement donner des outils individuels à chaque acteur. Alors au-delà de ce point-là, je voulais après zoomer encore une fois sur l'organisation. Aujourd'hui, le modèle un peu pyramidal qu'on voit dans les structures, vous avez une organisation, un certain nombre d'individus. Et quand on parle un peu de collaboratif ou collectif, on voit souvent ces concepts-là, de dire je fais des équipes, j'organise des modes projets, ce que j'ai représenté par les petits triangles et les petits carrés. Puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, en organisant un peu de cette façon la transversalité, est-ce qu'on pense qu'on exploite tout le potentiel collectif de chaque acteur? Et c'est là aussi le but de cette recherche de l'intelligence collective. Ce que je vous propose ici, c'est de regarder ce nouveau schéma d'organisation, tout simplement, encore une fois, c'est théorique, mais pour qu'on rentre dans le sujet, c'est si on commence à se dire que chaque acteur de mon organisation va avoir différentes casquettes et va rentrer dans différents cercles au sein de l'organisation, parce qu'il va avoir le fait qu'il travaille sur un métier, peut-être pour un client donné, sur un marché, avec une expertise, sur un site géographique. C'est le fait de voir les collaborateurs comme ayant plusieurs rôles dans l'entreprise et donc venant apporter de la valeur à ces différents rôles qui sont ici représentés par des cercles, permet d'avoir un modèle, une autre relation aux individus vis-à-vis de l'entreprise et un modèle qui est assez intéressant parce que si on peut comparer ces cercles-là, on les retrouve notamment dans les notions de communauté, de groupe, qu'on peut retrouver dans des plateformes collaboratives et dans celles aussi de Microsoft au travers des Yammer ou des Office Group. Et ça, c'est intéressant parce que voir ces nouveaux rôles des collaborateurs nous permettent de se projeter un peu plus dans la transversalité qu'on recherche dans les organisations. Alors de la même façon, il y a un certain nombre de paradoxes dans l'organisation pour lesquels l'intelligence collective va essayer d'apporter une réponse. Les paradoxes, on les rencontre quand on fait des missions de cadrage. Hein. C'est le paradoxe autour de la stratégie, c'est-à-dire qu'on a souvent une organisation où une stratégie se dresse à 3 ou 5 ans, et donc c'est le fil rouge de l'entreprise. Et en parallèle de ça, on se rend compte que les collaborateurs ont une difficulté, eux, à se repérer vis-à-vis de cette stratégie. En quoi, moi, dans mon objectif, dans mes priorités, en quoi ce que je dois faire là est en lien avec la stratégie qu'on est en train de mener au sein de l'entreprise. Et là, ce paradoxe entre la stratégie est très importante et en même temps quelle est la déclinaison que j'ai, c'est des choses qu'on rencontre et pour lesquelles on va devoir apporter du sens. De la même façon, j'ai mis le paradoxe aussi de l'information, c'est dans toutes les personnes qu'on peut croiser, toutes les organisations, il y a aujourd'hui trop d'emails avec la difficulté qu'on lui connaît. Donc j'ai beaucoup trop d'informations qui arrivent et en même temps,
tout le monde est en demande de plus d'informations de la veille externe, plus d'informations parce qu'avant de faire mon travail à moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe en amont ou en aval. Donc il y a aussi un point dans le curseur. Et ce qu'expliquait Florian sur comment je vais arriver à cibler la bonne information pour la bonne personne, comment je vais passer d'une approche pool à une approche pool pour aller chercher moi-même l'info. Toutes ces nouvelles façons de s'organiser sont aussi des premières réponses qu'on peut apporter. Je ne vais pas vous faire tous les paradoxes, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre de décalages entre ce qu'on aimerait faire et la façon, les méthodes de travail qu'on peut avoir pour travailler sur l'opérationnel. Alors, je vous ai montré ça au niveau de l'organisation. On retrouve dans cette étude-là la même difficulté au niveau des collaborateurs. On interroge des collaborateurs dans cette étude. On se rend compte que un collaborateur, il a besoin de se repérer dans son entreprise par rapport à sa culture, voilà, d'avoir quelque chose qui est personnalisé aussi, qui est contextualisé dans la vision de l'entreprise. Il a besoin de savoir et de croire en l'entreprise, mais il a aussi besoin de savoir ce qu'on attend de lui. Le paradoxe que je vous expliquais tout à l'heure autour du rôle de chacun. Il a besoin de savoir comment il va contribuer et avoir un certain nombre de mécanismes de reconnaissance pour aussi prendre ce réflexe d'aller plus loin et de s'engager. Ça, c'est intéressant de voir à la fois les difficultés de l'organisation et les attentes des collaborateurs. On parlait tout à l'heure d'expérience collaborateur, c'est ça qu'on va essayer de viser. Et l'intelligence collective, ça va être aussi de développer, comme vous le faites avec vos clients sans doute, l'expérience client, à développer une expérience collaborateur en lui proposant un certain nombre de sujets sur lesquels il va pouvoir apporter son rôle et les ressources associées. Un autre petit schéma pour illustrer de la même façon, aujourd'hui, on peut voir l'organisation comme étant un chapeau qui va encadrer des individus et qui va dicter un petit peu la façon de travailler par un ensemble de processus qui vont faire travailler ces individus dans le chapeau de l'organisation. Si je le vois et je le pousse d'un modèle peut-être un peu plus libéré, on retrouve ces approches-là. C'est comment je vais transformer une somme d'individus, qui sont les personnes que vous avez embauchées et qui font partie de l'entreprise, en un collectif. Et ça, c'est intéressant parce que on part des compétences de chacun et des capacités qui sont peut-être pas au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans le quotidien. Et puis, on va les encadrer, par des ressources et des contraintes, leur donner les moyens dans le but de créer un collectif, donc dans la vision qu'on a souhaitée, leur donner les moyens d'aller peut-être plus loin et de créer quelque chose qu'on n'aurait pas pu permettre par des processus qui encadrent individuellement chaque acteur. Voilà ce qu'on voulait faire. Alors juste sur ce point-là, l'idée c'était, avant de rentrer dans les usages, c'était bien de partir d'une cartographie un peu globale d'Office 365 et dans l'intelligence collective, ce que je voulais vous illustrer, c'est montrer qu'il y a bien, et Office 365 le permettra, de développer la productivité individuelle de chacun, parce que chacun va avoir les briques essentielles qui vont lui permettre d'être plus efficace, de la façon de travailler dont il le souhaite avec les groupes qu'il connaît. Et puis, il y a un autre niveau qui est l'intelligence collective, c'est en quoi l'organisation va permettre de développer ces parcours-là, de faire du lien entre ces différentes briques dans la vision qu'elle a souhaitée, dans les projets qu'elle souhaite faire. Et c'est bien la combinaison de ces deux approches qui donnera le plus d'efficacité à l'entreprise. Alors, les usages, on a voulu vous les faire sur 5 piliers. Quand on parle de l'intelligence collective ou du collaboratif au sens large dans l'entreprise, on retrouve 5 familles d'usages assez classiquement. C'est comment aider à développer la communication interne ici, donc le fait que chaque entité puisse s'exprimer vers le reste de l'entreprise, donc le mécanisme de communication, les mécanismes de collaboration, le travailler ensemble, les mécanismes de capitalisation de connaissances, de knowledge management si on le fait en anglais, qui a une autre forme, c'est comment je vais réussir à transformer une information en connaissance, donc la structurer et être capable derrière de la diffuser pour apporter le savoir. La socialisation, on entend parfois par la notion de réseau social d'entreprise, qui est la partie que, au-delà de la communication, comment je vais laisser à chacun une voix et la capacité à prendre des initiatives, et ce qu'on appelle la digitalisation des processus,
donc la capacité à numériser un certain nombre de process qui sont peut-être manuellement ou d'autres, des process métiers notamment. Et ces plateformes-là, elles visent à travailler sur ces 5 familles-là. On va vous faire un zoom sur à peu près chacune des familles avec un exemple. Le radar qui est tracé là, c'est pas le radar idéal, c'est un radar qui est à personnaliser, parce que chacun d'entre vous a un enjeu différent, a des zooms particuliers, et aussi ce radar grandit dans le temps par rapport aux briques et au développement que vous souhaitez faire. Et on va vous faire un petit retour maintenant sur quelques expériences liées à cette cartographie. Donc pour partir du coup sur le premier usage, quand on parlait de communication, typiquement la mise en œuvre d'un intranet au travers d'Office 365. Donc bien sûr, on aurait pu plaquer des outils sur chacun des branches de radar par rapport à l'écosystème Office 365. Là, l'objectif, c'est de vous montrer des usages qui utilisent un peu les différentes briques de la plateforme. Donc par exemple, cet intranet qui a été réalisé pour Osiris, qui a été basé sur SharePoint. L'objectif, c'était un objectif de communication interne. Donc comment je communique auprès de mes salariés, plutôt orienté de la communication descendante, avec des accès aux actualités, à différents chiffres qui peuvent du coup venir de plateformes d'analytics, ou si on est dans l'écosystème Office 365 de Power BI par exemple, tout ce qui est les préparatifs au niveau d'actualité, et enfin les nouveaux documents qui sont publiés, de façon à, en tout cas, encourager le fait que chaque collaborateur au sein de l'entreprise ait la même communication, la même information au même moment et dans les délais les meilleurs. Alors un autre exemple, on passe de la communication à la collaboration. C'est aussi quelque chose basé d'ailleurs sur SharePoint qui est un outil intéressant parce que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il va nous permettre de sélectionner les briques qui nous intéressent pour développer un usage. En l'occurrence, quand on développe du collaboratif, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer et de définir les usages qui vont apporter de la valeur dans la structure. Le collaboratif, c'est pas simplement faire des projets. Il y a plein dans l'entreprise, il y a plein d'espaces de collaboration, des espaces où un groupe de personnes ont un objectif commun. Donc c'est effectivement travailler sur un projet qui est parfois juste une idée, qui est peut-être pas encore très structurée jusqu'à un projet qui ne l'est plus. Et donc là, par exemple, sur un mode projet, comme on peut le voir à l'écran, on voit d'ailleurs le flux Yammer, hein, le réseau, on va dire le réseau social intégré, parce qu'on a souvent cette approche-là, c'est-à-dire que là où Yammer ou un réseau social va me permettre, avec certains, de commencer à engager de la discussion, des choses peut-être non structurées, comment je vais passer de cette idée qui naît à quelque chose de plus projet, entre guillemets, un mode projet, comme on pourrait l'appeler, où je vais donner à côté de ce flux de conversation un certain nombre de tâches à partager, un planning, une bibliothèque de documents, des actualités, un agenda ou d'autres briques. Ça, c'est un usage, le mode projet. Après, la collaboration, elle est aussi au sein d'une équipe, un manager avec ses collaborateurs. Elle est aussi au sein parfois de ce qu'on appelle des clubs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui ont le même statut et qui ont besoin de partager un certain nombre d'informations. Alors ça peut être lié à un sujet d'entreprise. Je sais que j'ai des clients autour de la fraude, j'ai d'autres statuts autour de la carrière féminine dans l'entreprise. Voilà, on va réunir des personnes et ça c'est souvent des groupes qui existent par ailleurs, alors de manière physique parce qu'il y a un certain nombre de rendez-vous, et pour lesquels on va leur donner un espace numérique pour continuer la discussion et aussi la structurer. Ça, c'est des usages. Il y a des usages aussi autour de la veille qui vont permettre de développer sur des sujets d'entreprise un certain nombre de veilles. Ce qu'on voit dans ces différents usages-là, c'est que les composants dont j'ai besoin, les ressources dont j'ai besoin pour ce groupe-là sont différents. Et c'est là où on va commencer à construire des choses en prenant les composants qui sont nécessaires à la réussite de chacun de ces objectifs-là et construire un modèle qu'on va pouvoir décliner derrière. Et quand je dis modèle, c'est à la fois un modèle comme celui-là, un modèle d'espace collaboratif, mais également un accompagnement, on parle souvent de community management, un accompagnement et des indicateurs de pilotage pour s'assurer que l'objectif est rempli. Alors, si on part sur un autre axe, effectivement, de réponse à toutes ces problématiques d'entreprise, la partie base de connaissances, donc avec un intranet et une gestion électronique de documents, encore une fois basée sur SharePoint.
Donc effectivement, quand on a bien travaillé ensemble, donc du processus d'idéation qu'on peut trouver dans des outils très conversationnels type Yammer, des choses comme ça, ou après aller dans de la collaboration un peu plus structurée avec des espaces projets, avec des dates de début, de fin et des objectifs, le tout c'est comment on va pouvoir réutiliser toute cette base de connaissances et comment on va pouvoir capitaliser sur notre savoir. Donc là, exactement par rapport à ces axes-là, gestion de la cycle de vie des bases projets, gestion de la base de connaissances, comment on capitalise et puis comment on donne accès aux personnes. Donc c'est ce qui se fait au travers, en général, de gestion électronique documentaire ou alors au travers de l'accès au site SharePoint. Et là, on va introduire un nouveau concept par rapport à la collaboration et à la capitalisation, c'est l'importance de la gouvernance de la collaboration et de la capitalisation au sein des organisations, de façon à avoir les différentes briques qui vont être nécessaires en fonction des différentes populations qu'a évoqué Nicolas, qui soient disponibles à l'ensemble des personnes. Et par rapport à ça, on identifie classiquement trois types d'activités au sein des organisations. Tout ce qui va être les activités, on va dire, qui ne sont pas gouvernées, qui pourraient être en gros une numérisation de la machine à café. Par exemple, il n'y a pas trop de gouvernance sur du chat, sur du Yammer, très souvent, on a envie de faire émerger des idées, donc on va laisser assez libre cours aux utilisateurs. Après, on va partir dans de la collaboration qui va être, on va dire, semi-gouvernée, où on va donner des guidelines, mais donner par contre une liberté importante. Et après, dans des processus, on va être beaucoup plus gouverné, beaucoup plus directif, avec des processus établis, avec des workflows, par exemple un processus de réponse à appel d'offres qui doit respecter des jalons, des obligations pour l'ensemble de l'entreprise, de façon à ce qu'il y ait une homogénéité dans les approches collaboratives et qu'un collaborateur qui va passer d'une activité à une autre ne soit pas complètement perdu. Donc là, sur la base de connaissances. Et enfin, on va aller sur la slide suivante. Alors, on a parlé de communication, collaboration, capitalisation. Le côté socialisation, alors on parle beaucoup de réseau social d'entreprise, parfois de la notion de réseau collaboratif d'entreprise. C'est la même approche, hein, c'est le côté comment je vais redonner une place à mes collaborateurs et leur redonner plus de rôle par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'intelligence collective. Le point qu'on a souvent, c'est comment je vais passer, même parfois d'un intranet à un réseau collaboratif, parce que je vais inverser le côté communication descendante ou transverse pour redonner un peu plus de part au social et aux échanges de chacun. Alors, il n'y a pas forcément un beau modèle ou l'autre, c'est la combinaison souvent des deux qui est important. Néanmoins, cette prise de conscience du rôle de chaque collaborateur est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus et qui est assez intéressant, parce que ça va aussi permettre. On parlait d'expérience collaborateur, on parle beaucoup d'ergonomie, d'expérience utilisateur, de parcours, etc. De repositionner le collaborateur dans la conception même de ce type de plateforme. C'est-à-dire de ne pas voir quelque chose comme l'organisation pousse de l'information, mais quelles sont les ressources nécessaires aux collaborateurs. Donc dans cette vision-là, ça veut dire qu'on développe de plus en plus sur ce type d'approche ce qu'on appelle parfois des guides du collaborateur, c'est-à-dire un espace où chaque collaborateur peut avoir accès à l'ensemble des ressources qui va dicter sa progression, sa formation au sein de l'entreprise. Là où avant, on retrouvait quelque chose qui était plus porté direction par direction, où chacun était contributeur. Donc ça, c'est ce changement de l'approche et le développement du social, voire du participatif, c'est-à-dire quel est le fait de pouvoir réagir à un certain nombre d'informations, est quelque chose qui se développe de plus en plus et qu'on retrouve. Voilà. Donc on a à la fois une orientation plus sociale dans ce type de plateforme pour renouer un certain nombre de contacts, développer des initiatives et sortir un peu des cadres, parfois casser les silos, on entend souvent, et puis c'est des choses qu'on retrouve aussi de plus en plus individuellement dans chaque application, c'est de socialiser les applications. Pour arriver jusqu'à aujourd'hui des digital workplace complètes, qui sont des véritables points d'entrée pour les collaborateurs, afin de fédérer l'intégralité des usages, allant justement de tout ce qui est la communication et la collaboration, et tout ce qui va être autour justement jusqu'à la digitalisation des processus, et comment on va permettre à chaque collaborateur d'avoir un point d'entrée unique qui lui permette dans son quotidien à la fois d'avoir des informations, de pouvoir participer, de pouvoir interagir, de pouvoir consulter ses mails ou faire ses demandes de congé, tout ça au sein d'un espace unique en simplifiant la collaboration et surtout en simplifiant l'expérience utilisateur, car aujourd'hui c'est bien à ça aussi que sont confrontées les entreprises, et les DSI notamment, c'est qu'à titre personnel, tout est simple et on estime qu'il faut cliquer sur un site pour avoir un service.
comment faire pour obtenir dans le cadre professionnel, dans un écosystème sécurisé, un peu la même simplicité, le même parcours autour de tous ces usages-là. Et avec en complément, la Digital Workplace fait également intervenir le concept de l'information qui vient de l'intérieur de l'entreprise et désormais des ponts qu'on peut établir avec des outils qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et on a de plus en plus effectivement de clients qui nous demandent par exemple d'intégrer du Twitter directement à l'intérieur de leur Digital Workplace parce que il y a une communication de groupe sur Twitter et que très souvent on a envie que ramener les collaborateurs à cette communication-là. Donc arriver à mixer un peu toutes ces informations, toutes ces approches, tous ces usages au sein d'un espace unique qu'on appelle aujourd'hui Digital Workplace dans les concepts les plus récents. Alors on a un dernier chapitre sur quelques conseils pour zoomer sur des points d'attention qu'on souhaitait vous faire parvenir. Le premier, c'est finalement les enjeux en fonction des différentes populations qui existent au sein de votre organisation, que ce soit des enjeux d'ailleurs d'entreprise ou des enjeux propres à chaque métier. On a listé quelques-uns ici. Il y a des enjeux internes, des enjeux externes, parce que le terme que j'ai mis au milieu là d'écosystème est vraiment ce qu'on rencontre de plus en plus, parce que ces frontières internes, externes entre ce qu'on appelait l'intranet, le site internet, l'extranet, ont tendance à s'effacer progressivement, parce que tout le monde a besoin de travailler avec les autres, et plus on va vite dans ces approches-là, en le maîtrisant, mais plus on va vite, plus on gagne aussi derrière en efficacité. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de dire qu'en fonction des enjeux que vous allez avoir, la façon de traiter le sujet va être différente. La façon de le traiter va être différente parce que vous allez potentiellement avoir une plateforme qui peut être différente. Faire un intranet aujourd'hui, c'est pas pareil qu'une plateforme collaborative, c'est pas pareil qu'un réseau social entreprise. Ça peut être le même outil, mais c'est pas la même ambition que vous donnez et la même information que vous allez communiquer à vos collaborateurs. C'est aussi une façon différente d'accompagner derrière ces collaborateurs-là dans le rôle qu'ils doivent jouer dessus. Donc les enjeux, je peux vous illustrer ça en trois enjeux, trois niveaux d'enjeux qu'on rencontre souvent et qui vont orienter la façon de concevoir ce qu'on doit faire et l'approche qu'on va pouvoir apporter à ses collaborateurs. On a des clients qui sont très tournés autour de justement de l'efficacité. On parlait tout à l'heure de productivité individuelle. Comment je vais développer l'efficacité de mes équipes? Donc comment n'importe quelle équipe va avoir les meilleurs outils pour être efficace. Ça, c'est un premier enjeu, un enjeu autour de l'efficacité. On va en avoir d'autres qui vont se dire, moi, ce que je recherche, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est la transversalité. Parce que on est dans un groupe, ou parce qu'on a des rachats, ou parce qu'il y a des réorgs, ou parce que l'innovation se trouve aussi dans la transversalité. Voilà, comment donner de la transversalité à une entreprise? Vous voyez que derrière, la façon de penser, la façon d'organiser aussi les groupes, les applications, tout ce qu'on va utiliser va être différente. Et puis, il y a un enjeu qui arrive de plus en plus, ce que je vous évoquais sur l'intelligence collective tout à l'heure, c'est fédérer. Comment je dois faire en sorte que mes collaborateurs partagent la même vision. Là, on va utiliser beaucoup plus de mécanismes de communication, de socialisation, peut-être moins de collaboration, mais c'est aussi important. Bien sûr, ces enjeux se combinent, mais la définition de ces enjeux font que vous allez proposer des usages différents dans le temps à vos collaborateurs et vous allez aussi avoir des mécanismes d'accompagnement qui vont être adaptés. L'idée de tout ça est de contextualiser pour s'assurer, si vous avez en tête le schéma que je vous montrais tout à l'heure, s'assurer que vous donnez les bonnes ressources à vos collaborateurs, mais dans la vision que vous avez de l'entreprise. Et tout ça à la vitesse du cloud. Donc pour illustrer cette approche-là, aujourd'hui, quand on part dans un écosystème tel que le cloud, on va bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités qui vont être mises à disposition par l'éditeur, et ces fonctionnalités vont de plus en plus vite, les usages vont de plus en plus vite, et donc ça implique d'avoir un accompagnement adapté auprès de ces utilisateurs, de façon à ce qu'ils puissent suivre le rythme. Ici, c'est une illustration très simple sur Office 365, c'est directement issu de la roadmap de l'éditeur prise sur le site au cours des derniers 30 jours. On peut voir qu'il y a plus de 26 fonctionnalités qui ont été lancées. Alors certes, certaines fonctionnalités sont assez futiles et ne vont pas révolutionner les usages des utilisateurs. Cependant, quand on fait la somme, on a près de 80 fonctionnalités qui sont soit lancées, soit en cours de déploiement, soit qui sont en développement. Et ça, tout cet écosystème applicatif-là, quand on le rapporte aux usages, aux messages, à la gouvernance au sein de l'entreprise,
c'est quelque chose qui change la vision des choses, qui change la vision à la fois technique au niveau des DSI, qui implique une adaptation de plus en plus rapide, et également au niveau de toute la stratégie d'accompagnement au sein des outils, dans lequel on ne va pas se préoccuper de projets qui vont durer 6 semaines, 8 semaines, 2 mois, de mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle arrive, il faut savoir l'anticiper, s'adapter, pour toujours être au plus proche et adapter ses processus par rapport à ces éléments-là. Voilà, c'est un peu la nécessité d'avoir des organisations plus agiles, apprenantes, etc., qui est boostée par ces approches cloud aussi. Dernier point là-dessus, c'est que le but de tout ça, je vous parlais des enjeux, c'est de servir l'activité, le business ou la productivité, mais en tout cas des mécanismes opérationnels. C'est l'enjeu de toutes ces plateformes-là. C'est pour ça qu'on fait un projet et c'est derrière pour ça qu'on va faire du changement, pour s'assurer que ce projet, qui est peut-être la solution idéale qu'on a bien conçue, il soit approprié par l'ensemble des collaborateurs. Donc la petite phrase qui est le titre est intéressante parce qu'elle positionne ces 3 niveaux. Le changement est au service d'un projet qui sert l'activité. Ces 3 niveaux-là, c'est intéressant parce que ça montre aussi que derrière, on va piloter des indicateurs au niveau des 3. Est-ce que j'ai un effet sur le business, sur l'activité? Est-ce que je fais bien mon projet? Est-ce que ce projet-là, les collaborateurs se sont l'appropriés? Parce que si j'ai un bel outil et que les gens s'en servent pas, j'ai pas non plus le résultat. Donc on a bien 3 niveaux d'indicateurs. Et le zoom qu'on veut faire ici, c'est sur cette approche un peu agile et cette approche du changement. Au début, vous allez définir plein de briques d'usage parce que vous avez plein d'enjeux. Il y a plein d'usages qu'on peut en faire. L'idée, c'est qu'on va injecter un certain nombre d'enjeux parce que la priorité, c'est d'abord de fédérer, peut-être avant de développer la transversalité. On va développer un certain nombre d'enjeux qui vont venir faire développer l'expérience de ses collaborateurs. Et ça, c'est de manière assez itérative parce que on peut avoir la difficulté aussi d'avoir trop de briques, d'avoir une certaine complexité. Donc, c'est important de s'assurer qu'on a les effets attendus dans les besoins les plus primaires aussi pour démarrer. Donc cette agilité, elle est nécessaire. En conduite du changement, c'est les 4 points que vous voyez en rouge ici. On s'assure de ces 4 axes-là. Est-ce qu'on a réussi la communication? Est-ce qu'on a réussi la formation pour les gens qui en ont besoin? Est-ce qu'on accompagne en proximité les équipes? Parce que c'est aussi un axe important quand on veut notamment développer leur efficacité. Et est-ce qu'on pilote ce changement-là? Donc ça, c'est 4 leviers de la conduite du changement qui vont, par manière itérative, s'assurer que les usages qu'on aura injectés par enjeu vont développer l'expérience de ces collaborateurs qu'on recherche ici. Le dernier point que je vais vous dire sur cette slide-là, c'est la question parfois qu'on pose dans des enquêtes pour s'assurer qu'on travaille bien sur le projet. Moi, je l'appelle le baromètre SVP, mais globalement, c'est s'assurer que les gens savent, savoir, s'assurer que les gens ont l'information de ce qu'on attend d'eux et l'ont comprise. Ça, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, on a des mécanismes de communication notamment. Le vouloir, la volonté. Est-ce que les gens ont envie de faire ce qu'on attend d'eux dans les nouveaux rôles? Ça, c'est aussi du management, c'est des objectifs, etc. Mais ça en fait partie. On peut communiquer aux gens s'ils n'ont pas la volonté, ils vont pas forcément le mettre en place. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi des choses qui sont ancrées dans votre organisation. Et le dernier, c'est le pouvoir. Donc, les outils, notamment, les méthodes, les compétences, etc. Donc, est-ce que je sais, est-ce que je veux, est-ce que je peux? Si j'ai ces 3 éléments-là que je peux mesurer dans le changement, normalement, je peux avoir l'action. Et le risque qu'on a parfois, c'est de trop travailler sur le pouvoir, c'est-à-dire mettre à disposition les bons outils pour être en capacité de. Mais si je n'ai pas informé sur les rôles, si je n'ai pas donné la volonté parce que les gens croient en leur rôle dans l'entreprise et croient en l'entreprise, ben, je n'ai pas forcément l'action. Donc voilà, la conduite du changement, c'est une part de plus importante. Et Florian parlait du cloud qui fait que ça va plus vite, des outils qui sont de plus en plus performants et Microsoft qui en développe de plus en plus. Ben, à côté de ça, ça veut dire que ce qui est gagné par les outils, il faut aussi travailler sur l'appropriation de tout ça, la contextualisation à vos usages, à vos enjeux, pour avoir le bénéfice qui est le vôtre, plutôt aussi que s'éparpiller, qui est un des risques. Et j'irai même plus loin, aux usages, aux enjeux, et aussi à votre culture d'entreprise et à la culture des personnes qui vont venir y participer. Exactement. Alors le dernier point avant les questions, c'est juste ça. Il y a 2 types d'approches sur ce type de sujet, parce que c'est des sujets qui vont aussi vite et qui englobent plein de mécanismes. Il y a ce qu'on appelle la destination ou le voyage. C'est un client qui me disait ça. C'est la destination, c'est je sais où je veux aller, j'ai telle vision. Voilà, c'est de développer la transversalité, atteindre tel résultat, tel bénéfice pour nos clients. Et finalement, je dois avoir ma stratégie pour y aller. Je vais construire, peut-être de manière itérative, mais en tout cas, je vais construire les étapes pour l'atteindre.
Ça, c'est une première approche. Et puis, il y a l'autre approche qui est que le voyage, c'est finalement en avançant qu'on va découvrir les opportunités qu'on va avoir ce qui n'est pas intéressant pour nous, et on va y aller de manière un peu plus itérative. Et c'est finalement ce voyage qu'on va faire au travers des outils, au travers des nouveaux rôles dans l'entreprise, qui va développer la richesse, qui est peut-être pas celle qu'on a imaginée en démarrant. En fonction des enjeux, bien sûr, vous serez sur un mode ou l'autre. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a deux façons d'y aller, mais ça veut dire aussi que l'immobilisme n'était pas forcément un bon choix à ce stade vis-à-vis de cette évolution qui est permanente actuellement.